messieurs, chers collègues, bonsoir à tous. Avant de débuter cette séance du conseil municipal, j'espère que c'est partagé. Ce soir, nous souhaitons tous avoir une pensée particulière pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et notamment pour celles du Bataclan, vous avez entendu parler aujourd'hui. 10 ans déjà ont passé. Mais notre douleur, évidemment, et le souvenir et la solidarité demeurent. Nous nous souvenons évidemment de ces vies fauchées, de ces familles brisées et de tous ceux qui depuis portent encore les blessures visibles ou invisibles de cette nuit tragique. 131 morts, dont un jurassien, je vous le rappelle. 413 blessés tout de même. Face à la barbarie, notre devoir est de rester unis, de défendre inlassablement nos valeurs de liberté, de fraternité et de paix. En leur mémoire, les cloches de notre église vont se déclencher dans quelques secondes pour une vingtaine de minutes. Et je vous propose à tous d'observer un petit moment de silence. Je vous remercie. Merci à tous. La technique nous trahit, ça va sonner, ça va arriver, mais on va poursuivre nos débats et continuer à vivre, comme c'est le cas partout en France, bien sûr. Donc ce soir, je vous propose, nous avons un excusé sans pouvoir, Nicolas Lamy, pas d'autres réactions d'autres élus absents, et je vous propose de déclarer Sébastien Monoglio secrétaire de séance. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Je vous remercie. En ce qui concerne l'approbation du procès verbal de la séance du 9 octobre 2025, est-ce qu'il y a des élus qui veulent s'exprimer sur ce PV? Est-ce que c'est tout bon, tout conforme à ce que nous avons dit? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Je vous remercie. Domaine, nous avons déjà, vous m'avez déjà autorisé il y a quelques temps, ne me demandez pas la date, je n'en ai aucune idée, il n'y a pas longtemps, à vendre une parcelle située route du Noirmont à monsieur Patrick Benoît, promoteur, qui va utiliser cette parcelle pour faire 8 petits logements à destination d'habitation pour les résidents. À cette occasion, j'avais été interpellé que, je crois que ça doit être Robert qui est allé borner, nous avions, comme c'est indiqué dans votre note de synthèse, un petit triangle, qui n'était pas compris dans la parcelle que l'on vendait. Ce petit triangle fait 17 mètres carrés, ce qui permettrait d'aligner effectivement la parcelle plutôt de faire une espèce d'enclave de 17 mètres carrés dans la parcelle, ce dont nous étions pas contre, mais nous n'avons pas pu passer la totalité de cet ordre la dernière fois, puisqu'il fallait redéclencher un géomètre, etc., etc. Bon, il s'avère que tout ça est fait. Donc ce soir, on vous propose de revendre ce petit bout de triangle de 17 mètres carrés à M. Benoît pour aligner la parcelle comme vous le voyez. C'est ridicule d'avoir ce triangle d'incarcération dans la parcelle, au tarif qui est le même, 170 € hors taxe le mètre carré, soit la somme quand même de 3 468 € TTC. L'acte sera fait chez Maître Audet, le notaire des Hauts-de-Vienne de la commune. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des informations sur ce processus? Le terrassement est fait là-bas, pas sur la petite parcelle. Le terrassement est fait sur la parcelle que nous avons déjà vendue et encaissée. Ça, pas de sujet pour vous? Bien. Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre cette vente? Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Merci. Donc on ira re-signer pour 17 mètres carrés. Et c'est 17 mètres carrés qui va coûter cher au promoteur, parce qu'à chaque fois, les actes, etc. On aurait aimé faire autrement, on n'a pas pu. Maintenant, il est question d'une grande partie environnementale, et je vais passer la parole à Alain et à Isabelle. Je vais me mettre près d'Isabelle, parce que quand vous filmez, on n'entend pas pour les publics.
Donc, comme chaque année à cette période, Isabelle et moi, on va vous présenter le rapport sur les prix et la qualité du service pour le syndicat des eaux. Comme vous le savez, le rapport doit être présenté aux conseils municipaux des 6 communes qui composent le syndicat avant la fin de l'année. Vous avez reçu le document dans son intégralité. Je ne vais pas faire une interro écrite. Vous avez vu que le document est assez conséquent. Donc, avec Isabelle, on ne va pas présenter le document dans son intégralité. On va se focaliser sur un certain nombre de points importants. Et je vais demander à Véronique si vous pouvez projeter le document. Donc, évidemment, on répondra à toutes les questions que vous pouvez nous poser, mais on va se focaliser sur certains points importants. Est-ce qu'on peut aller directement à la diapositive numéro 7, Véronique? Voilà, celle-là. Donc ici, donc le périmètre n'a pas changé, je ne reviens pas sur tous les éléments que vous connaissez. Vous avez le nombre d'abonnés ici, 5200 abonnés. Vous voyez que le nombre d'abonnés augmente de 2,37% par rapport à l'année dernière. Donc vous avez le nombre d'abonnés croît régulièrement depuis 20 ans. Et dans votre facture, vous avez dû recevoir ce document que j'avais rédigé dans la dernière facture. Ce document-là qui faisait un focus sur le prix de l'eau et sur le verso, sur l'augmentation du nombre d'abonnés et les volumes qui vont avec. Donc depuis 15 ans, le nombre d'abonnés a cru de 23% en pente régulière. C'est donc une progression structurelle. Tout le monde connaît la dynamique de la démographie sur le secteur. Quand je dis secteur, ce n'est pas les rousses, c'est tout le secteur du syndicat. Alors, j'entends ici ou là des gens qui s'inquiètent, qui disent mais est-ce que le lac et la ressource sera suffisante pour alimenter toutes ces nouvelles constructions? Alors je les rassure tout de suite, j'ai essayé de vous rassurer avec le deuxième graphique sur ce document qui était dans votre facture. Si vous ne l'avez pas encore mis à la corbeille, c'est peut-être le moment de le regarder. On voit que dans le même temps, sur les 15 dernières années, la consommation, en tout cas les volumes qu'on soustrait du lac, a diminué de 23%. En 2009, donc il y a 15 ans, il nous fallait 1,1 million de mètres cubes pour alimenter une population qui était de 23% inférieure à ce qu'elle est maintenant. Cette année, on le verra tout à l'heure quand Isabelle présentera les volumes, on a soustrait 775 000 mètres cubes pour une population qui est de 23% supérieure à il y a 15 ans. Alors ça s'explique par plusieurs phénomènes. D'abord, une diminution des volumes par abonné, on en a déjà parlé, sans doute parce que les gens font plus attention, mais aussi parce qu'ils sont équipés de matériel ménager qui consomme moins d'eau. La deuxième raison, c'est qu'on a mis en place, on a généralisé les compteurs avec télérelève. Donc vous avez tous un compteur avec télérelève, ce qui permet d'informer l'abonné lorsqu'il y a un dépassement de son habitude de consommation. La chasse d'eau qui coule, c'est tout bête, mais ça se voit. Donc en fait, les abonnés reçoivent cette information et ont pu colmater un certain nombre de fuites domestiques qui au final, faisaient des volumes. Et puis, il y a aussi et surtout le travail du syndicat de renouvellement des canalisations pour faire en sorte que toute l'eau qu'on potabilise arrive bien sur les éviers. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a quand même 19% de ce volume qui n'arrive pas sur les éviers de nos abonnés. Voilà. 13 réservoirs. On n'est toujours pas propriétaire du terrain qui va nous permettre de remplacer le réservoir des Tuffes. Donc ça fait 5 ans que ça dure, mais bon, on attend. Et puis 221 km de réseau, donc ça n'a pas changé. Donc il n'y a pas 221 km, je vous rassure, entre Sémoncel et Bois d'Amont. En fait, on est dans un secteur d'habitat dispersé, avec des centres-bourgs qui sont de taille modeste, beaucoup de hameaux à desservir. Donc vous voyez que rien que pour les Rousses, on a une dizaine de hameaux. Donc ça, c'est valable pour tous les villages. Et beaucoup d'écarts
c'est-à-dire des maisons qui ne sont pas nécessairement isolées, mais qui sont loin de la canalisation de distribution, et donc ça multiplie les antennes. Tout ça conjugué avec la géographie montagneuse que j'avais présentée une fois, c'est quand même un réseau qui est assez compliqué à entretenir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les généralités sur le périmètre. Et je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous présenter les volumes. C'est la page 8. C'est la page 8. Voilà. Donc en 2024, le volume prélevé, c'est 743 200 m3, donc en baisse de 3,56%. Le volume produit 701 700 en diminution également. Donc l'écart entre les deux volumes prélevés et produits représente le volume de process, c'est-à-dire toute l'eau qui est nécessaire pour potabiliser l'eau. Les volumes importés, 2276 m3, c'est de l'eau qui vient de Mijoux, mais qui est nécessaire pour alimenter la joue. En diminution. Les volumes exportés, c'est ce qu'on appelle les ventes en gros, 72 828 m3, donc ça représente 10% des volumes produits environ. Il y a une augmentation qui provient de la Vatay, enfin de la Faucille, qui a deux sources sur la Vatay. Elles ont eu un problème suite à des pluies abondantes qui ont provoqué de la turbidité. Donc l'eau n'était pas potable. C'était environ 10 000 m3, mais des solutions ont été mises en place depuis. Après, on a les volumes mis en distribution, donc 631 148 m3 en diminution de 6,81%. Et tout en bas, on a les volumes de service, 31 433 m3 en diminution. C'est l'eau qui est nécessaire pour les réservoirs, pour les purges, pour les nettoyages de réservoirs. Voilà. Je vais juste ajouter, vous voyez que les volumes mis en distribution et les volumes payés, c'est-à-dire que ça, c'est les volumes qu'on met dans les tuyaux, et ça, c'est les volumes qui sont payés par les abonnés. Ça fait une grosse différence. Là, il y a les volumes de service, il y a les volumes qui sont donnés gratuitement, c'est-à-dire pour la défense incendie et les essais de la défense incendie. Il y a les volumes perdus, on en parlera tout à l'heure. Et tout ça fait qu'il y a quand même une grosse différence entre les volumes mis en distribution et les volumes qui sont finalement facturés. Alors, on va passer à la page 11. Le réseau. Donne-nous le numéro de la page, Isabelle. 11. 11, merci. Voilà. Donc, on voit que la consommation moyenne par abonné, on est passé de presque 104 m3 en 2016 à 31 en 2024. Donc là, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, c'est toujours une tendance à la baisse. En dessous, on a les interventions pour les fuites. Il y a eu 28 réparations de fuites, donc essentiellement sur des canalisations. Et plus bas, on a le taux moyen de renouvellement des canalisations sur les 5 dernières années, 1,05%, ce qui représente que 2,3 km en moyenne. Donc, on a vu que la modération du prélèvement d'eau reste satisfaisante, mais bien sûr qu'en conséquence, la capacité financière du syndicat se réduit. Donc c'est vraiment une priorité de limiter les pertes pour optimaliser notre rendement financier. 1,05%, vous verrez tout à l'heure, Isabelle vous présentera des comparaisons avec nos voisins. Ça a l'air peu, mais c'est beaucoup plus, c'est presque le double de la moyenne nationale, qui est à 0,6, si ma mémoire est bonne. Hein. Et puis, ça correspond, vous verrez, en termes financiers, à combien 6 fois 7, 4 200 000 euros pour le mandat, ce qui n'est pas rien. Voilà.
Des questions là-dessus? Donc on peut passer au rendement du réseau. Isabelle, c'est bon, c'est ça, hein? Pardon? C'est bon pour toi? Oui, c'est Ouais. tout bon, merci. C'est à la page 13, Véronique. Voilà. Donc ici, vous êtes habitué à ça, c'est la performance du réseau. Le rendement global du réseau, ça tourne toujours autour des 80%. Mais l'objectif, on a un nouvel objectif avec le nouveau contrat qu'on vient de signer avec Suez. Le délégataire s'engage. Ici, c'était l'engagement du délégataire qu'on voyait en vert ici. Donc l'engagement du délégataire, je ne me souviens plus de quoi il était, mais à peu près de ça. Le délégataire s'engage à atteindre 85% à l'issue du contrat, c'est-à-dire à la fin du prochain mandat. Donc c'est un gros effort que le délégataire a consenti. Comment est-ce qu'il compte y arriver? Bah, évidemment, nous, on va continuer à renouveler les canalisations, mais dans le contrat, il y a un nombre d'heures consacrées à la recherche de fuites. Parce qu'Isabelle a parlé des fuites tout à l'heure, les 28 fuites, mais ça c'est des casses, des 28 casses. Vous ne pouvez pas les rater, parce que quand ça casse, ça se voit. Mais les fuites sur le réseau, il y a des fuites, ce qu'on appelle des micro-fuites, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et donc, le délégataire va consacrer dans le nouveau contrat 490 heures année. Donc si on met, en gros, ça fait 9 heures par semaine, hein, c'est quand même pas rien, uniquement à la recherche de ces fuites, avec différents moyens, qui soient des moyens acoustiques, des moyens de traçage, et même une brigade canine dont les chiens sont dressés à sentir le chlore. Et donc, normalement, avec ces 500 heures années de recherche de fuite, le délégataire s'engage à atteindre les 85% à l'issue du contrat. Est-ce qu'on veut passer à la page suivante, Véronique, juste la page suivante? Ça, c'est un autre moyen d'indiquer la performance, c'est-à-dire c'est le nombre de mètres cubes perdus par kilomètre et par jour. Donc, plus le chiffre est bas, meilleur est le réseau. Si vous multipliez 1,63 par 221 km par 365 jours, ça fait 130 000 mètres cubes. C'est pas rien. C'est-à-dire 19% de ce qu'on met dans les tuyaux. Il n'empêche qu'on est quand même dans les bons syndicats, puisqu'on verra les comparaisons tout à l'heure, Isabelle nous présentera la comparaison avec les voisins. Et cet indice est plus fiable que le précédent, parce que le précédent, pour avoir le pourcentage, c'est un rapport entre des volumes. Donc quand les volumes se modifient, comme par exemple quand il y a eu le Covid, les volumes consommés étaient vraiment différents de ce qu'ils sont ordinairement. En fait, ça fait bouger le rapport. Là, c'est vraiment voilà, ce qui est perdu, ce qui rentre d'un côté, puis ce qui sort de l'autre. Voilà. Voilà sur la performance du réseau. Pas de questions là-dessus? Donc ensuite c'est moi qui fais ensuite? Oui. Donc c'est à la page 18, Véronique. Alors, sur la structure tarifaire, on va parler du prix. Je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde sait comment ça marche. Il y a une part délégataire, une part collectivité et une part pour l'État. L'agence de l'eau et la TVA, ça représente à peu près 20% de votre facture. Le reste, c'est partagé entre le délégataire et le syndicat. Je vous montrerai un graphique tout à l'heure qui indique exactement les parts respectives. Et vous avez une part fixe à chaque fois et une part proportionnelle qui est assise sur les volumes que chacun d'entre nous consomme. Pour bien comparer le prix de l'eau, on se base toujours sur la facture type de l'INSEE, qui est la facture de 120 mètres cubes. Parce que quand on me dit, ouais, ben moi mon beau-frère, il habite je ne sais pas où, et il paye moins cher l'eau ou plus cher l'eau. Non, il faut pouvoir comparer. Donc pour comparer, c'est toujours la facture de 120 mètres cubes. Ce qui permet d'avoir, pour la part proportionnelle, il y a deux prix. Il y a un prix de l'eau pour la conso qui va de 0 à 100 mètres cubes et un deuxième prix de l'eau qui est de 40% plus cher, c'est pas rien, au-dessus de 100 mètres cubes. Donc la facture de 120 mètres cubes, elle nous permet de prendre en compte ces deux prix. On peut passer à la page suivante. Alors, on va aller
le prix au mètre cube, on va aller tout de suite à ce qui fâche, c'est le prix au mètre cube a augmenté de 3,25% entre l'année dernière et cette année. Alors comment ça s'explique? La partie délégataire, elle diminue. C'est pas souvent. Moins 3,51%. Ça s'explique par l'indice, le coefficient d'actualisation dont j'ai déjà parlé plusieurs fois ici. C'est un coefficient qui est dans le contrat du délégataire qui fixe la rémunération du délégataire. Le délégataire, c'est Suez. Hein. Et ce coefficient, il est composé de 3 indices de l'INSEE. Un indice sur le coût de l'énergie, un indice sur le coût de la main-d'œuvre et un indice sur le coût des matériaux. L'énergie et les matériaux avaient considérablement augmenté après 2022, après la crise en Ukraine et le pic d'inflation. Ces indices redescendent. Donc la facturation du délégataire, le prix du délégataire qui est consenti au délégataire diminue à la fois sur la part fixe et sur sa part variable. La collectivité, le syndicat n'a pas bougé depuis 2019. Le syndicat n'a pas augmenté ni son abonnement, ni la part variable. On verra tout à l'heure avec Isabelle comment on arrive à avoir cet équilibre financier sans augmenter les prix. Qu'est-ce qui augmente? La CVA n'a pas bougé, donc ce qui a augmenté, c'est la partie de l'agence de l'eau. La partie de l'agence de l'eau, elle a augmenté de 40%, quasiment 41%, c'est pas rien. Mais comme la partie agence de l'eau, elle représente 16% de la facture, 41% de 16% de la facture, ça fait aux alentours de 6,50 €, de 6,5%, je veux dire moins 3,5%, ben vous avez le reste, 3,25 ici. J'espère que j'ai été clair. Alors, comment ça marche? Celle-ci, la lutte contre la pollution, celle-ci, elle a été supprimée. Alors, il faut que je reprenne mes notes parce que les chiffres sont très compliqués. Celle de la préservation de la ressource en eau, c'est 0,0765 € hors taxe par mètre cube. 0,0765 € hors taxe par mètre cube. Donc, ça dépend. Là, donc, sur cette facture de 120 mètres cubes, ça représente 9 €. Ici, il y a une erreur. Ce chiffre-là vient là et celui-ci vient ici. Celui de la performance des réseaux, 1,20 €. Ça, c'est nouveau. L'agence de l'eau, alors déjà, je reviens un petit peu en arrière. L'agence de l'eau, c'est une grosse tirelire par bassin. Ici, c'est le bassin Rhône-Méditerranée. Il y a un comité de bassin qui définit une politique de l'eau. Et après, quand cette grosse tirelire est remplie, l'agence de l'eau finance les syndicats qui s'inscrivent dans la politique de bassin et qui ont des projets. Voilà comment ça marche. Donc, ils ont décidé ça n'existait pas, de mettre une taxe pour la performance des réseaux. C'est 1 centime par mètre cube. Mais ça, c'est un chiffre qui a été donné à tous les syndicats pour la première année. À partir de l'année prochaine, en fonction de la performance du réseau, le coût sera plus élevé. Donc si on reste bon, on restera à 1 centime. Donc on est dans le meilleur des cas là. Si on est considéré comme moins bon, eh ben, on va payer plus cher. Donc, ça a été mis pour inciter certains syndicats ou certaines collectivités qui n'augmentaient pas le prix de l'eau pour des raisons de politique ou électorales ou je ne sais quoi, et qui se laissaient finalement leur réseau se dégrader. Et puis, vous avez cette nouvelle taxe qui est sur la consommation d'eau potable ici. Donc ça dépend des volumes, donc c'est celle-là. Donc ça dépend du volume et c'est de 0,43 € hors taxe par mètre cube que nous payons en fonction des volumes qu'on consomme. Tout ça fait que le prix au mètre cube a augmenté de 3,25% cette année. C'est quoi la référence pour être bon ou être mauvais? Alors il y a 2 critères. Ou être à zéro? À 0, ça ne sera pas à 0. Il y a 2 critères, c'est celui que j'ai présenté, c'est-à-dire l'indice linéaire de perte, tout à l'heure, là, le 1,64, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes par jour, par kilomètre perdu,
Et le deuxième, c'est la connaissance des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a 120 éléments de connaissance du réseau sur lequel on doit intervenir. Et il faut que notre connaissance du réseau, c'est-à-dire les interventions qu'on fait, soient élevées. Donc nous, on a 110 sur 120. Je pense que, alors ça concerne plutôt le délégataire que le syndicat, mais enfin c'est les deux. Donc on ne sait rien, on verra, mais j'aimerais bien qu'on reste à 1 centime par mètre cube. 1 centime hors taxe. Néanmoins, en 15 ans, non, pas en 15 ans, depuis 2021, si vous regardez ici, en fait, en 4 ans, 15% quand même, le prix de l'eau. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc ça, c'est la répartition, ce que je vous disais. Hein. Donc, à peu près 20% pour l'État. Le reste, on se le partage entre le délégataire, 46%, et la collectivité, 30 et quelques. Et en fait, le délégataire, son travail, c'est de pomper l'eau dans le lac, de la potabilisation, la distribution jusque sur les robinets, la facturation, l'assistance aux abonnés. Et puis le syndicat, eh ben, c'est la gouvernance du système, c'est équilibrer les finances, on verra tout à l'heure, hein, c'est quand même pas simple. Équilibrer les finances, puisque l'eau paye l'eau, hein, comme on l'a déjà dit. Et puis prévoir les investissements, c'est de faire un calendrier de renouvellement des canalisations, et puis payer le renouvellement. Donc si on prend la facture d'eau de 120 mètres cubes, ben, vous voyez, en 2024, pour 120 mètres cubes, c'est 373. Cette année, c'est 385. Il n'y a pas l'assainissement, hein, ça c'est que l'eau. Voilà. Pour moi, est-ce que j'ai tout dit? Oui, c'est ça. Ça va? Ouais. C'est. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut revenir à la slide d'avant, là, où on voit la part assez forte de la part de l'agence de l'eau? Oui. On voit que le délégataire et le syndicat font de gros efforts pour diminuer la facture de l'eau. Et j'allais dire, la grosse cylindrée qui est l'agence de l'eau vient siphonner une partie des finances dont les gens payent la facture, dont viennent prélever finalement les 6% qui ont été faits par les efforts de l'un et de l'autre. Et derrière tout ça, la question que j'ai à te poser, Alain, c'est est-ce que l'agence de l'eau, elle participe fortement sur les actions qu'engage le syndicat? Donc la réponse est non. La réponse est non, pour deux raisons. Enfin, pour une raison essentiellement, c'est que notre schéma directeur, c'est-à-dire en fait le calendrier de renouvellement de nos infrastructures, il est de 2013, il a plus de 10 ans, donc il est considéré comme obsolète, et donc tous les renouvellements de réseau qu'on fait depuis 2023, enfin même avant d'ailleurs, depuis 2022, ne sont pas éligibles à la subvention de l'agence de l'eau. On a mis en route un nouveau schéma directeur, ça va prendre 18 mois, c'est quand même un billet de plus de 100 000 euros. Je pense que quand on aura ce nouveau schéma directeur, donc en gros pour 2027, on pourra être éligible parce qu'on renouvellera nos canalisations en fonction du calendrier qui aura été établi et des priorités qui auront été établies par le schéma directeur. Mais c'est depuis on verra tout à l'heure les financements qu'on a mis en œuvre, non, on n'a eu aucune subvention de l'agence. Par contre, l'agence reverse énormément sur le territoire, de manière générale, en particulier au niveau du parc. Elle intervient beaucoup sur le parc et c'est un des gros financeurs du parc, hein, l'agence de l'eau. Donc, il faut voir ça aussi. Et en termes de projets et de choses comme ça sur le territoire, il faudrait regarder, mais je pense qu'on est largement bénéficiaire de l'agence des actions de l'agence de l'eau. Si je peux me permettre, là, je vais aller au bout de ma démarche. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une machine qui prélève de l'argent
et qui ne reverse pas de l'argent là où on vient priver l'argent. On sait tous que l'eau, c'est une priorité. Je suis navré de le dire ainsi. C'est une priorité que dans toutes les collectivités, on met en avant tous les efforts qu'on fait. Et derrière tout ça, on a une grosse machine qui est contrôlée par bien loin de chez nous, bien sûr, dont on n'a pas la main dessus, et qui distribue de l'argent, je dirais, à son bon vouloir. Parce que sincèrement, quand je vois ça, quand je vois les efforts qui sont faits sur notre territoire, l'argent qu'on envoie à l'agence, à l'agence de l'eau, ça doit venir pour la potabilité de nos habitants. Ça ne doit pas aller pour autre chose. La potabilité ou on va vraiment travailler un petit peu sur toutes ces problématiques d'inondation. Mais ça ne doit pas aller pour autre chose, je suis désolé. Quand j'entends dire que ça vient pour financer les actions du parc, il faut nous citer les actions du parc qui sont financées par l'agence de l'eau. Parce que si ce n'est pas en direction soit de la potabilité, soit de la thématique de la GEMAPI, ça n'a rien à faire sur le financement du parc. Tous les travaux qui sont faits sur la protection des tourbières qui protègent la qualité de l'eau du lac, c'est des travaux qui sont financés par l'agence de l'eau. Alors ça répond à la question que je te pose, Thomas. On est dans le cadre. Je ne suis pas précisé, mais voilà, c'est des choses comme ça. Mais si c'est pas dans ce cadre-là, navré de déborder un peu, là, je m'offusque de la part que prend l'agence de l'eau sur ce que tu nous présentes. J'entends bien, mais je voudrais quand même modérer mon propos. Déjà, comme vient de le dire Thomas, l'agence de l'eau finance à 70% les actions du captage prioritaire. Parce que l'amélioration de la qualité de la ressource rentre dans les priorités de l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau a fait un prêt de 1 200 000 € sans intérêt au syndicat des eaux en 2020 pour construire l'usine. Donc on rembourse 120 000 € par an à l'agence de l'eau pendant 10 ans sans intérêt. Pour construire l'usine, le syndicat, ça a évité au syndicat d'emprunter de l'argent avec des intérêts. Voilà. Après, 120 000 fois 4%. Sur le débat de l'agence de l'eau, nous avons eu une subvention pour l'aménagement du parking de l'omnibus et de la tranche 1 de la traversée de la RN5. Alors, je ne savais pas qu'on avait parlé de l'agence de l'eau, je n'ai pas révisé. Aux alentours de 100 000 €, je crois, à peu près. 120 000, je n'ai pas le chiffre. Voilà, le genre d'actions qui peuvent porter sur le territoire. C'est pour notre capacité à absorber les eaux de ruissellement de la voirie dans nos noues. Voilà. Si ça peut apporter de l'eau à votre moulin. De l'eau fluviale. Véronique, est-ce que vous pouvez compter le document qu'a réalisé Isabelle? Donc déjà, avant que ce document apparaisse, ça c'est un petit peu en marge, Isabelle a fait un document, déjà je tiens à la remercier, je l'ai déjà fait, mais elle a recherché tous les éléments d'information qui pourraient être intéressants par rapport à nos voisins, de manière à ce qu'on puisse se comparer le nombre d'abonnés, la longueur du réseau au kilomètre, le nombre d'abonnés par kilomètre, c'est-à-dire le nombre de contributeurs qui payent, la production d'eau, le rendement des réseaux, le taux de renouvellement qu'on voyait à 1,05 pour nous, et le prix au mètre cube et l'augmentation du prix au mètre cube d'une année sur l'autre. Donc je te laisse la parole, Isabelle. Donc effectivement, c'est une comparaison avec les structures voisines, parce que l'intérêt c'est de pouvoir aussi se situer. Donc par exemple la régie Gessienne, qui est une grosse structure, de plus de 35 000 abonnés, 773 km de réseau, 45,4 abonnés au kilomètre, qui produit plus de 7 millions de mètres cubes, mais qui en apporte aussi presque 1,2 million. Un taux de rendement de 88,9%, le taux de renouvellement 1,02 et le prix 2,46 €. Donc c'est une production avec des eaux souterraines, donc ça veut dire que le coût de traitement est inférieur, il y a moins de coûts au niveau infrastructure ou énergie et humain. Il y a 65 employés à temps plein pour 113 000 habitants. Après, on a à l'opposé, Bellefontaine, 3141 abonnés, un réseau de 187 km, donc ça fait 16,8 abonnés au kilomètre, 371 435 mètres cubes produits, un taux de rendement de 68,66, un taux de renouvellement à 0,26% et le prix de 5,75 €.
voyez que le prix, vous voyez que Bellefontaine, ça a quand même augmenté de 28% le prix de l'eau. Et ici, quand même 8% à la régie des eaux gestionnes. Et pourtant, c'est une régie. Ils ont un Ils ont un réduit bon de taux de l'eau. rendement. Pardon? Gex, ils ont un bon taux de rendement. Oui, mais c'est un réseau plat, c'est la Oui, plaine. c'est plus facile. C'est- Ils ont beaucoup d'abonnés. Ils ont Et beaucoup d'abonnés. Ouais. c'est urbanisé. Ouais, c'est- Et puis, c'est pas des eaux de surface, c'est des eaux souterraines. Mm. Et puis, il y a beaucoup d'eau importée. Hein. Les importations sont importantes. Ça veut dire que quand ils importent de l'eau, elle est déjà potable. Par exemple, Elle nous, est quand on traitée. leur vend l'eau à la Vatay, donc c'est modeste, hein, je ne sais plus combien, c'est de l'ordre de 17 000 m3, c'est de l'eau qui est déjà potabilisée, donc le coût de potabilisation, il ne leur est pas imputé. Voilà. Donc le Grand Vaud, qui est assez proche au niveau des données de notre syndicat. Le nombre d'abonnés, 5225, les kilomètres. Un nombre d'abonnés de 21,5 pour nous, 23,9. La production d'eau, 717 000 pour eux, 701 000 pour nous. Leur taux de rendement, 77%. Le taux de renouvellement, 1,10. Et un prix de 4,19 €. Ils ont dans cette production un captage, donc une source au creuset. Et donc les données qui sont les nôtres, on les a vues tout à l'heure. Pour comprendre les données, on peut comparer les structures. Donc en abscisse, on a les 4 structures avec le prix en colonne, en euros par mètre cube TTC. Et le trait bleu représente le nombre d'abonnés par kilomètre. Donc on voit que plus le nombre d'abonnés est élevé, plus le prix est bas. Bellefontaine, donc complètement l'inverse de la régie gestienne. Le Grand Vaud, elle est russe. Alors, du coup, moi je remercie Isabelle parce que ce graphique, il nous montre quand même beaucoup de choses. Il nous montre déjà que, comme à Bellefontaine, où ils ont un vrai problème de prix de l'eau, ils sont très peu nombreux. Hein, et ils renouvellent très peu. Normalement, ils ont un prix très élevé. Donc, eux, ils ont vraiment un gros problème. Mais du coup, vous voyez qu'ici, en fait, j'étais assez content de ce graphique parce que ça montre qu'au Rousse, on est très équilibré, en fait. Entre le prix de l'eau et le nombre d'abonnés, on est juste à la bonne, au bon niveau. Donc, tant qu'on peut renouveler à peu près 1% par an de canalisation, ou légèrement au-dessus, nous, on n'a pas de raison, le syndicat, d'augmenter le prix de l'eau. Néanmoins, quand on aura le schéma directeur, et si on doit changer le réservoir des tufs, le réservoir de tel du haut service, il est possible qu'à dans les années qui viennent, le syndicat soit amené à augmenter le prix de l'eau pour faire face aux dépenses qui sont nécessaires. Parce que si on prend du retard sur le renouvellement des canalisations, après c'est impossible de rattraper son retard. Ça fait des augmentations de prix de l'eau. Vous voyez une augmentation de presque 30% de prix de l'eau chez nos voisins. Il y a un moment où les choses deviennent très compliquées. Isabelle, c'est bon pour toi? Ouais, non, j'avais juste une autre remarque concernant le volume en faisant ce tableau pour le Grand Vaud. Leur production, qui est pratiquement similaire à la nôtre, voire à peine supérieure, et pourtant ce n'est pas une station touristique. C'est plutôt des villages, c'est plutôt rural. Donc voilà, c'était juste une. Voilà, ils n'ont pas les pics de Les tourisme. touristes limités. Voilà. En même temps, peut-être qu'ils ont plus de bétail. Exactement. Est-ce qu'on va finir? Je vais finir avec les éléments financiers. Si on peut passer. On peut revenir, Véronique, au document de IRH. Donc, ça sera la page 23. Voilà. Les éléments financiers des investissements. Voilà les investissements que le syndicat a consentis. 2024, ça c'est uniquement le renouvellement des canalisations depuis le lac jusqu'au collège, sous la voie verte. Et cette année, on aura 1,6 million. On valse avec les millions et ça fait peur. Cette année, on sera à 1,6 million d'euros parce qu'il y a eu pas mal de travaux, hein, on les a déjà indiqués. Il y a la rue de la Porte de France,
il y a l'entrée du village du côté de Morée, il y a toute la traversée de l'Adois. On a refait le toit de l'usine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer pour le premier bâtiment. Le toit est solarisé. Il y a maintenant des panneaux solaires sur le toit côté lac. Ça, c'est compris dans le contrat avec le délégataire. C'est le délégataire Suez qui paye la solarisation du toit. Et l'année prochaine, en 2026, comme c'est une année d'élection, on a une réunion demain matin pour prévoir les travaux, mais il n'y aura pas de gros travaux. On va faire le toit du deuxième bâtiment avec la solarisation du toit. Et le détournement pour Christophe, pour le bâtiment du gymnase. Ouais, il y a l'église, il me semble. Rue de l'église, c'est des petits travaux, c'est essentiellement en rousse, et un détournement à la Combe du Lac, et je pense que ce sera tout. Alors les subventions, vous m'aviez déjà posé des questions l'année dernière, pourquoi il n'y a pas eu de subvention ici, je ne sais pas, je n'étais pas élu. Là, on a eu des subventions, c'est uniquement de la DETR, puisque comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas eu de subvention de l'agence de l'eau, Véronique, je ne me trompe pas, hein, et on n'a pas eu non plus du département. C'est-à-dire qu'on fait chaque année des demandes au département et on n'est jamais dans les clous pour avoir des subventions. Voilà. Je vais peut-être, puisque tu me tends la perche, Alain, je vais informer les collègues. Parce que le diaporama, c'est bon? C'est bon, oui. On peut rallumer peut-être. Oui, je vois un petit peu. Et je vais vous donner un peu l'information parce que c'est vrai que Alain m'a habilement rappelé que le département n'avait pas donné de subventions au syndicat des eaux depuis quelques années. Je ne vous cache pas que le département, pour faire court, sur la globalité du budget du département, on a 6% de la masse globale du budget qu'on peut affecter sur d'autres opérations que ce qui nous est autre que nos compétences. Donc 6% de 415 millions, je laisse calculer ce qu'il y a. Une fois que j'ai dit ça, je ne vous ai pas dit grand-chose. La politique par rapport à l'accompagnement sur l'ensemble des syndicats ou des régies qui sont sur le département du Jura, il y a un document cadre qui a été rédigé. Comme le disait le maire, on est encore trop bon. Enfin, on est trop bon, on a un prix de l'eau qui n'est pas assez haut. Ça, c'est un des critères. Mais ce qui est surtout important de rappeler, c'est qu'il y a tellement de demandes au niveau du département pour accompagner soit les régies, soit les syndicats, que pour arriver à mettre une règle qui soit applicable tout au long de l'année et pour pouvoir faire face à toutes les demandes qui nous sont faites tout au long de l'année, ça représente des dizaines et des dizaines de millions d'euros si on n'a pas quelque chose de très carré. Donc effectivement, il n'y a pas d'accompagnement, mais en parallèle de ça, le département, il a eu un engagement fort en 2021-2022, c'est-à-dire qu'on a pris l'engagement de faire un document cadre pour avoir un schéma directeur à l'échelle du département sur l'ensemble des réseaux d'eau potable qui composent le département. Pourquoi se dire ça? Tout le monde a bien conscience, même depuis l'11, qu'à l'avenir, donner de l'eau potable ou pouvoir livrer de l'eau potable à l'ensemble des Jurassiens, on ne pourra peut-être plus fonctionner avec nos petits syndicats, on ne pourra peut-être plus fonctionner avec nos petites régies. Donc il faut un document à l'échelle du département qui puisse être un schéma directeur sur lequel on pourra s'appuyer. On parlera peut-être d'interconnexion, on parlera peut-être de regroupement, mais on va pouvoir s'appuyer sur ce document qui, entre guillemets, nous a coûté un petit peu d'argent. Là, hein. Tu étais bien placé pour le savoir, de l'argent et de l'énergie. Mais effectivement, il n'y a pas eu d'accompagnement du département sur le syndicat des eaux du plateau, mais il y a une politique forte pour que, à une vision au-delà de ce qu'on peut, au-delà d'un mandat, de pouvoir dire il faudra livrer de l'eau potable à tous les Jurassiens et le département est en train de s'y employer et se rapprochera des syndicats et des régies pour mettre des choses en place. Alain disait tout à l'heure que dans ce document, il est déjà chiffré une interconnexion possible entre le syndicat du plateau et Morée. C'est 5 millions d'euros qu'il faudra trouver, si ça devait se faire. C'est la question que je voulais passer. On avance un petit peu là-dessus. Je me suis fait interpeller au repas des aînés là-dessus, justement. Ça les inquiète beaucoup. Est-ce qu'on avance? On a l'interconnexion, si jamais on n'a plus notre source seule, qui est le lac des Rousses, hein, je pense que ça interpelle tout le monde. Tout le monde a bien compris que le lac des Rousses était très important. Mais on m'a demandé plus clairement quel est le plan B si jamais on a un problème avec le lac des Rousses. L'interconnexion, on en est où? Rapidement, est-ce que c'est faisable, pas faisable, et beaucoup d'argent évidemment? Alors l'interconnexion, elle apparaît dans le schéma directeur départemental dont Sébastien vient de parler,
qui est encore en cours d'élaboration. La fiche qui concerne le syndicat des eaux du plateau des Rousses, elle a été soumise à notre relecture et elle fait effectivement mention d'une possibilité d'interconnexion avec la source de l'Ars. C'est basé sur le fait que la source de l'Ars est de 50% supérieure à la consommation qui est nécessaire à la ville de Morée. Et donc, elle pourrait éventuellement alimenter à la fois Bellefontaine, dont j'ai parlé, et les Rousses. Et le projet d'interconnexion, le coût associé est de 5 millions d'euros à peu près, hors taxe. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait par les techniciens que le département a employé pour étudier cette possibilité-là. Et dans ces hypothèses-là, les remarques qui ont été faites par Sébastien sur la éventuellement participation de l'agence de l'eau est partenaire avec nous sur une interconnexion ou pas du tout parce qu'on n'est pas dans le... Si, là-dessus, on aurait une aide substantielle de l'agence de l'eau, justement. Là. Oui, mais les 5 millions d'euros, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas des 5 millions d'euros qui seraient imputables au syndicat. Oui. C'est-à-dire le coût que le département associe à cette interconnexion est de 5 millions d'euros. Ouais. Après, comment les financements se feraient, il y aurait sans doute une partie départementale, une partie de l'État, l'agence et nous. Mais voilà. Je voulais juste rajouter une chose sur le document qu'a fait Isabelle. On n'a pas parlé de Morée. Morée, c'est 20 km de réseau. C'est 11 fois moins que nous. Et 2500 abonnés, c'est-à-dire 2 fois moins d'abonnés, mais 11 fois moins de... Mais quand on est dans une ville et que les réseaux sont concentrés dans une zone urbanisée, bon, en même temps, l'euro, elle sort à 2,64 hors taxe. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins cher que nous, mais en fait... Mais il y a moins de contraintes. Voilà, il dépend de moins de contraintes. C'est le prix de l'espace et puis de la ruralité. Voilà. Je voudrais finir là-dessus pour vous dire que le PNR a fait une web-série, c'est-à-dire une série de petits films qui durent 3 ou 4 minutes, qui s'appelle « Le changement climatique dans le Haut-Jura ». Donc il y a 3 films qui ont été faits l'année dernière, qui sont disponibles sur YouTube, enfin en tout cas c'est facile de les trouver. Ça concerne l'élevage, l'évolution des pratiques d'élevage, l'évolution de la forêt, l'évolution des tourbières. Et cette année, il y a 3 films qui ont été faits, qui vont bientôt être publiés. Il y en a un qui concerne précisément l'eau sur le lac des Rousses, auquel j'ai participé. Il y en a un qui concerne l'alimentation, ça s'appelle « Moins de carbone dans nos assiettes ». Ça fait un focus sur l'alimentation de la cantine, le restaurant scolaire de la Chaumus. Et un qui concerne l'évolution des pratiques sportives devant le changement climatique dans le Jura géographique, hein, Jura et Doubs. Donc, quand ces documents seront tous disponibles, je vous enverrai un lien pour ceux que ça intéresse, vous pourrez les consulter si vous voulez. Voilà. Parfait. D'autres réactions sur ce beau rapport de l'eau? Toujours aussi vertueux, hein, vous l'avez vu, hein, on tient le cap. Bravo à vous deux qui sont nos 2 délégués au syndicat des eaux, dont le président, évidemment. Voilà, merci Alain, merci Isabelle de cette présentation. Pas de questions, on peut passer à la suite. C'est tout bon pour tout le monde, tout compris? Merci des réponses à nos questions également. On va passer à un volet finance à présent. Et dans un premier temps, finance dit Marc, mais pas dans un premier temps, puisque c'est la convention de déneigement de l'hiver prochain, 2025-2026, qui normalement est présentée par Gilles. Oui. J'attendais je dis où est-ce qu'il est. Voilà. Non, après c'est le schéma comme d'habitude, quoi. C'est les conventions de logement à titre privé, on est d'accord? Oui. Je ne vais pas tous les annoncer, mais on va répéter peut-être un petit peu les tarifs d'horaire. 189 € pour l'étrave, 242 € pour la turbine, 346 € pour l'unimog et le passage de la saleuse, 208 €. Donc c'est le même schéma que d'habitude. Est-ce que tous ces gens-là ont rempli la convention? Oui, sauf un. Oui, sauf un. Ok. On attend encore, à moins que Véronique l'ait eu aujourd'hui, la signature je le cherche. Les écureuils, ils sont où? 3e ligne. Donc, copropriété Le Bois des Écureuils n'a pas encore remis sa convention signée. Alors je rappelle que c'est
c'est pas la peine de vous appeler demain pour déneiger vos cours. Hein. C'est dans un circuit cohérent où le chasse-neige de la commune passe parce qu'il y est, et au lieu de lever les traves, il déneige sous convention des demandeurs. En général, c'est des quartiers qui n'ont pas remis la voirie à la commune et qui signent une convention dans laquelle on passe de toute façon, et puis au lieu de s'arrêter, puis de faire un bourrelet, puis de passer, voilà, on est aux tarifs qui sont votés par vous-même à peu près au mois d'avril, ou à peu près, je ne sais pas quand est-ce qu'on les vote. On rappelle également, Gilles, qu'on a la maison médicale à titre gratuit dans votre tableau. De toute façon, on va tous les citer, hein, que tout le monde, puisque c'est quand même un exercice de transparent. Tout quart d'heure entamé, Gilles, est facturé. C'est ça. Oui, Hein, c'est au quart d'heure. Hein. Les tarifs, c'était à l'heure que tu as donné. Donc, c'est au quart d'heure. On a une convention qui est signée par Madame Cavrois Agnès. 180 mètres linéaires, c'est de l'enrobé. La convention est signée. La colonie de Chagny, 130 mètres linéaires, c'est de l'enrobé également. Et la saleuse est à la demande. C'est eux qui nous déclenchent. Venez, tel jour, on essaye de ne pas y aller tout le temps. Le bois des écureuils, 125 mètres linéaires, on attend la signature de la convention. La montée Félix Péclet, dont certains d'entre vous, chers collègues, sont concernés, donc je vous demanderai de ne pas participer au vote. Hein, Alain Després, Colette Grandchavin, Evelyne Tournier, Frédéric Boyon et puis Morgane Chable. Donc 110 mètres, 110 mètres, 110 mètres, 110 mètres, 110 mètres, c'est le bout de la rue. Le début est communal, le bout de la rue est privé, vous êtes en copropriété, donc on a signé la convention. On a Boilon-Frédéric, Monté-Félix Péclet également qui arrive à part. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a deux voies. Ouais, soit 56 mm, on le voit deux fois. Voilà. Donc il a un petit bout supplémentaire sûrement, donc c'est le même. Carelma, donc ça pour ceux qui ne savent pas, c'est la montée du Rizou. 1,3 km jusqu'à la carrière. La SEM-Sogestar qui fait appel à nous aussi pour aller au départ des pistes de ski. Hein. Donc c'est un peu soit Carelma, soit la SEM. Hein. C'est pas les deux en même temps. Hein, parce que vous avez vu que dans le 1,8 de la SEM, il y a le 1,3 de la carrière. Mais la carrière s'arrête au mois de novembre. Donc au mois de novembre, elle ne déneige plus. Donc c'est la SEM-Sogestar qui prend le relais. Vous l'aurez compris comme ça. Et puis le SIE, la petite descente. Alors je ne sais pas si c'est à la demande ou si on déneige tout le temps. Je pense que c'est tout le temps parce qu'il y a une nécessité d'urgence, hein, 130 mètres linéaires. La maison médicale, je l'ai dit, qui est une compétence intercommunale mais qui est déneigée gratuitement sur notre territoire par la commune. Et puis la Vie Claire, en face du collège des Rousses par là-bas, qui a un petit parking privé qu'on déneige gratuitement parce qu'on a une convention entre guillemets de poussage de neige qui nous arrange bien sur un de leurs terrains privés. Voilà. Donc c'est pour ça que le parking, on pousse la neige chez eux et on a un deal comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, les collègues, là-dessus? Gilles, non, c'est tout bon. Il y avait d'autres choses à souligner. Est-ce que vous avez des compléments d'informations? C'est un petit peu la même liste que d'habitude. Oui. Hein? Il n'y a pas de nouveau dans la liste par rapport à l'année dernière, par exemple. Et on rappelle qu'il y a également des neigeurs privés et que la commune, en aucun cas, se substitue à ça et que nous, on va parce que nos chasse-neige y sont. Et c'est complètement ridicule de faire demi-tour ou de lever les traves pour passer dans un secteur qui n'est pas communal. Mais bon, si c'était le cas, il faudrait le faire et personne ne comprendrait. Voilà. Ça vous va? Est-ce que vous m'autorisez à signer les conventions qui ont été signées par les personnes? Si elles ne sont pas signées, on relancera. Si ce n'est pas relancé, c'est embêtant. Ouais? C'est tout bon pour tout le monde? Les gens veulent prendre la parole ou est-ce qu'il y a des abstentions pour ces conventions? Alors, les deux élus correspondants ne prennent pas part au vote. Hein. On ne va pas vous faire sortir, mais vous ne prenez pas part au vote ni au débat. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas. Des contre? Merci. On poursuit avec une convention du 12 juillet 2013 avec le SIE. Et on parlait d'eau, on va en reparler un petit peu, du plateau des Rousses relative à l'exploitation de la ressource en eau du lac des Rousses. On vous propose un avenant numéro 1 et c'est Marc qui va présenter la proposition qui vous est faite. Nous rappelons qu'une convention a été signée le 12 juillet 2013 avec le SIE du plateau des Rousses
pour fixer les modalités d'exploitation de la ressource en eau, le lac de Rousse, propriété de la commune et la redevance afférente. Donc c'est un peu comme la carrière, où la carrière paye une redevance, le syndicat des eaux paye une redevance pour l'utilisation de l'eau et le prélèvement de l'eau. Le pompage de l'eau brute. Le pompage de l'eau brute. Voilà. Il convient d'actualiser le montant de la redevance afin de tenir compte de l'évolution des coûts, du contexte économique et de la juste valorisation de la ressource en eau. Jusqu'à maintenant, cette redevance payée par le syndicat des eaux était de 3 centimes par mètre cube d'eau produite et on propose de la doubler, hein, de faire 6 centimes par mètre cube d'eau produit, ce qui correspond à peu près en valeur, ça fait une quarantaine de mille d'euros plutôt que 20 000. On double. On double la recette. Hein. Donc, par délibération du 29 septembre 2025, le comité syndical a approuvé la révision du montant de la redevance due à la commune des Rousses au titre du droit d'eau relatif à l'exploitation du lac des Rousses, fixant donc ce montant à 6 centimes par mètre cube d'eau produit à compter du 1er octobre 2025. Historiquement, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape, je l'ai connue, je ne sais plus en quelle année, ne me demandez pas, du passage du franc à l'euro. On avait déjà remis à jour à cette époque-là, on avait réévalué, avant c'était en francs, on avait remis en euros, on avait tardé un petit peu, parce que le passage au franc, ça doit être dans les années 2000. 2001, et on avait tardé un petit peu, j'étais élu en 2008, donc vous voyez, ça avait dû prendre un petit peu de temps. On était toujours en francs, et on avait déjà remis ça au goût du jour. Et j'avais remis ça sur le tapis il y a 1 ou 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, on avait commencé à en discuter en commission des finances, et ça n'avait pas pu être fait à l'époque parce qu'on était encore en contrat, et dans le contrat, Alain, je ne sais pas, c'était stipulé qu'on ne bougeait pas les règles, il y avait quelque chose comme ça. Voilà. Donc on vous remet ce soir, à la délibération, le double du prix, qui n'est pas, on ne double pas tous les ans, hein. Vous avez bien compris que la dernière mise à jour, elle date de assez longtemps, et ce n'était pas une augmentation de ce produit-là. Voilà, donc on peut débattre. Voilà. Ça fait une dépense supplémentaire du syndicat de 20 000 euros à peu près. Voilà, grosso modo. Est-ce que dans la convention, il n'y a pas de date fixée, de période de révision? C'est lié avec la délégation de... Alain, je ne me trompe pas. Ce prix de redevance de l'eau doit être lié à une convention signée par le prestataire, en l'occurrence Suez. Non, c'est pas lié du tout avec les dates de convention. Non. Je ne sais plus pour quelle raison on avait différé voilà, donc on est propriétaire de la ressource. Oui, non, mais je disais, dans la convention, il n'y a pas le... Et la convention ne prévoit pas elle-même une période de renouvellement, enfin de discussion. C'est à l'initiative de la commune. Le propriétaire. C'est à l'initiative de la commune. Oui, mais avec les règles, il faut rester correct, quoi. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne connais pas suffisamment bien la convention. Là, c'est un avenant à cette convention. Voilà. Mais je pense qu'il y a une échéance à la convention, oui, à mon avis, mais je ne l'ai pas en tête. Oui, il y a quelque chose, Alain, tu as raison. Voilà, on est propriétaire du lac des Rousses. Le lac des Rousses n'est pas l'eau, c'est normal, hein, je ne dis pas le contraire, est distribué, Alain venait nous le dire, à plusieurs communes. Voilà, donc considère qu'on peut prendre un petit peu plus de recettes pour notre commune et nos habitants. Voilà. En n'exagérons pas non plus. Hein, voilà. Donc là, c'est 200% quand même, mais 200% d'une somme qui est quand même au départ pas très élevée. Voilà. Voilà. Tout le monde a compris de quoi il s'agissait. On a une idée du prix d'achat du syndicat du Grand Rond, là, sur le lac de l'Abbaye. Non, c'est pas. Aussi, on doit le savoir, il faut s'adresser à Isabelle. C'est beaucoup plus. Hein. Le rapport sur les prix à la qualité du service. C'est privé, beaucoup plus. Ah, nous aussi, c'est on a privé. Robert demande si on connaît on a privé. C'est une propriété privée communale. Robert demande quel est le prix de l'eau dans le lac de l'Abbaye. Regardez dans le RPQS, je ne sais pas. Christophe, c'est communal. Il est communal, mais j'étais en train de me poser la question s'il était privé, communal ou public, mais je crois qu'il est public. Il est dans le domaine public. Je vais regarder dans
la proposition du Conseil qui avait été étudiée en commission des finances il y a un petit peu de temps déjà. Je crois que le chiffre est resté le même, on avait dit on double. Je ne sais plus pourquoi on n'avait pas fait à l'époque, il y avait une raison bien précise, vous me prenez de court, je n'ai pas non plus la réponse, mais on vous propose ce soir de doubler le prix de l'eau au profit de la commune brute. On est bien d'accord, le prix de l'eau de pompage, pas des 4 € qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. Oui, Benoît. Pourquoi c'est calculé sur l'eau qui est produite et pas l'eau qui est prélevée? Parce que je pense qu'ils ont une mesure très précise de l'eau produite plus que de l'eau pompée. Je sais pas là. Pourquoi là Il y a une partie des eaux qui servent à laver. Qui sert à laver, qui est remise au Ouais, lac. qui Qui sert au process aussi. Du coup, elle n'est pas comptée dans le. Ouais, bon, quand on avait visité, il nous avait expliqué qu'il y avait une partie de l'eau qui servait à laver les process, les filtres. Les goûts et tout ça. Non, mais l'eau process, il y a une partie des eaux de process qui est chargée en bout, c'est de l'eau qui sert à laver les filtres à sable, qui est chargée en bout et qui va à l'assainissement à Goulan, et une partie qui s'appelle le surnageant, qui est propre et qui peut retourner au lac. Jusqu'à présent, jusqu'à 2019, elle retournait au lac. Maintenant, on essaye de mettre en place, Suez essaye de mettre en place un processus qui prendrait cette eau et qui la ramènerait à l'entrée de l'usine de manière à ce qu'elle n'aille pas au lac pour finalement être repompée. C'est à peu près la moitié des volumes, c'est de l'ordre de 15 000 mètres cubes par an, ça reste très très modeste. Non, pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas répondre à cette Il y a question. des règles, mais il ne doit pas y avoir un gros delta. Enfin, il y en a un, mais il ne doit pas y avoir un gros delta entre il y a le 30 000 pompé. mètres cubes. Ouais, entre le pompé. C'est ce qu'a montré Isabelle tout à l'heure, il y a 30 ou 40 000 mètres cubes d'eau de process. Donc voilà. Oui, mais qui retourne au lac. Non, il y en a moitié Pas seulement. tous. Ouais, moitié, donc 15 000. Il y a 15 000 de pertes, voilà. Ah, à la louche. Ça te va, Benoît? 15 000 fois 0,06, fais-moi vite le calcul. Non, 15 000, j'ai compté 41 000. Non, 15 000, vas-y. Calcul comme il faut. 900 €. 900 euros. Oui, mais je compte sur 41 000. 2000, ce que j'avais calculé avant, 2460. Donc en fait, qui est-ce qui perd, qui est-ce qui gagne les 2460? C'est nous. En fait, on perd. C'est nous qui perdons. Oui, enfin. Écoutez, vous avez compris que notre action de ce soir n'est pas une opération du siècle, c'est simplement remettre à jour des choses, pas attendre 10 ans, c'est ça, avant de refaire des mises à jour, parce qu'après, la marche est haute. Et on a bien compris, Alain, et on confirme ce soir, que ce qu'on vote ici ne changera pas le prix de l'eau demain. Voilà, non mais des fois, que les gens pensent que c'est une vote sur l'augmentation de l'eau, c'est simplement une recette de moins pour le syndicat de 20 000. C'est comme une occasion en fait. Voilà. C'est clair dans l'esprit de tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore s'exprimer là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre l'augmentation du double du prix d'avant? Attends, juste avant, je tombe sur la convention, là, je vais regarder. Ouais. Des fois que tu veux pas voter, c'est ça? Non, mais puisqu'on m'a posé des questions pour savoir Mais bon, on peut voter vite. les volumes maximum, la redevance. Il a une tablette redoutable, il trouve tous les PDF en temps record. La redevance de pompage visée à l'article 3 sera indexée chaque année de plein droit sur la base de l'indice INSEE numéro 044.11, distribution des eaux, base 1998, valeur en février 2013, 141,82. À chaque date de l'actualisation, le prix de l'eau brute, soit le 1er janvier de l'année, il sera fait selon la formule suivante, je vous passe la formule, mais en fait, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, voilà. Donc en fait, on fait ce qui n'a pas été fait. N'ayez pas, et il faut que ça se fasse par contre. Ça serait bien qu'on l'indexe là. La durée de la convention est prévue pour 12 années. Donc, Ouais. puisqu'on a- Alors, on va modifier un petit peu, vu j'ai la chance d'avoir Alain, tout le monde n'a pas un Alain dans son équipe, donc on vous propose ce soir de mettre à jour ce qui n'a pas été fait, vous avez compris, à 0,06 centimes d'euros du mètre cube produit, et dorénavant, on l'annexe à cette là, on honore
la convention, voilà, donc l'indexation avec la formule adéquate qu'on n'a pas compris, mais qu'on étudiera à partir de janvier 2026. Est-ce que ça vous va? Comme ça, on n'aura pas, les élus prochains n'auront pas à se poser la question dans 10 ans s'ils redoublent à nouveau le prix de l'eau. Bah, ni nous, Ni nous, ni personne. Ni nous, ni personne. Non, mais ni nous, ni le syndicat. Et le syndicat Ça évite d'avoir peut avoir des visions fiables de ce qui va lui arriver dessus. Ça vous va à tous? Donc on recommence avec l'augmentation plus la surveillance de l'indexation tous les ans. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Merci à tous et merci Alain. Parce qu'on allait peut-être encore passer à côté l'indexation qui est prévue au contrat. Alors maintenant, on va repasser la parole à Marc toujours, qui va nous parler d'occupation temporaire du domaine public avec la SEM-Sogesta, qui a une petite demande légitime à notre égard. Voilà, donc vous savez que nous louons l'espace de Commandant Games sur le terrain communal, donc on le loue à concurrence de 6 000 € par an. Et cette année, avec les travaux du fort, l'exploitation du Commandant Games a été amputée d'1 mois ou 2, et le président de la Sogesta a demandé à la commune de pouvoir avoir une ristourne, si je peux prendre ce mot-là, sur l'allocation annuelle du Commando Games. Donc il demande la durée, il a fait son petit calcul en disant que la durée effective en 2025 était de 4 mois de début mai à fin août, soit 80% du planning, et non pas les 5-6 mois comme il est fait habituellement. Le montant de la redevance pour 2025 est rabaissé d'autant, donc au lieu de 6 000, la demande est de 4 800 €. Voilà, donc on demande au Conseil de délibérer sur cette option. Je pense que ça choque personne. On a un loyer, on leur a demandé de ne pas exploiter en septembre le Commando Games parce qu'on a réparé les remparts. La simple chose qu'on va vous demander de rectifier dans votre note de synthèse, c'est qu'effectivement, c'est un manque à gagner pour eux en 2025. Mais comme ils ont déjà payé le loyer en 2025, on vous propose, et on va rectifier dans la délibération, d'imputer cette réduction en 2026. Donc en 2026, ils nous payeront 4 800 au lieu des 6 000 attendus. Parce que c'est déjà fait en 2025, on ne va pas les rembourser. Hein. Ça vous va? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a pour cette réduction légitime des gens qui seraient contre, qui s'abstiennent? Merci. Et on va terminer avec les frais de secours, vous avez l'habitude, sur les domaines alpins nordiques 2025-2026. C'était quoi? C'était encore Marc, ça? Allez, Marc, à toi. Et la Sogesta nous a transmis ses tarifs de secours sur les domaines alpins et nordiques. Donc là, nous, on ne fait que prendre les tarifs. On n'a pas d'œil sur les tarifs. Donc on est là pour les annoncer, hein, c'est à peu près ça. Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on ne peut pas les remplacer autrement. Donc les tarifs de secours ont augmenté pour les petits soins de 3%, de 59 € à 61. La zone rapprochée de 238 passe à 246. Zone éloignée 413 à 427. Les hors-pistes ou pistes fermées de 824 à 853. Pisteurs secouristes, 42 € par heure à 66 €. Les 3 lignes suivantes ont augmenté très fortement, mais c'est dû principalement à la main-d'œuvre, hein, et au coût du pisteur et au coût du secouriste sur piste. Les motoneiges ou quad avec chauffeur, 112 à 136 €. L'engin de damage avec chauffeur, 178 € à 210 € d'heure. Et l'évacuation, l'ambulance Les Rousses, Moret, Saint-Claude ou Champagnole, le tarif est resté le même à 486 €. Voilà, les tarifs sont indexés sur les salaires de la commune pour une petite marge pour couvrir les impayés. Voilà, c'est tout. C'est noté. C'est corrigé, hein, c'est 26, c'est 25-26, la deuxième colonne. Les tarifs, c'est 25-26, hein, on est d'accord. Étonnant que tu n'aies pas vu ça encore, Benoît. Je m'étais arrêté sur une autre phrase. Ah voilà. Tiens, il est un petit peu... Vas-y, on écoute. On écoute la phrase, c'est quoi? Marc a parlé qu'on n'avait pas d'œil sur les tarifs. On parle de secours, il écrit comment d'œil?
Bien joué. En fait, bon, et puis on a reçu ce matin la candidature de l'ambulance des 4 villages pour le secours sur le village. Voilà. Ils ont répondu. Sinon, c'était le 18. Des questions sur ces tarifs? On prend acte, hein, je crois, Véronique. Hein. Une délibération. Alors, sur cette délibération des tarifs proposés, je vous le rappelle, par la SEM-Sogestin, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Merci beaucoup. Grosse partie, grosse responsabilité pour Annie Jean, puisqu'il s'agit de l'accord cadre à bon de commande pour l'année 2026 à 2029. Il n'y a pas d'erreur sur les marchés de fournitures alimentaires et il faudra, ou pas, sinon il n'y a pas à manger, m'autoriser à signer les marchés pour l'alimentation de notre cantine municipale. Donc nous devons renouveler le marché de fournitures alimentaires pour la restauration scolaire parce qu'il arrive à échéance le 31 décembre 2025. Un avis d'appel public à concurrence a été publié dans le journal d'annonce légale de Progrès le 29 août 2025 sur le site internet de la commune et sur un site spécialisé Portail Marché Public Info le 25 août 2025. Il s'agit d'un accord cadre à bonne commande d'une durée initiale de 12 mois, renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois et on ne peut pas aller au-delà de 48 mois. Il y a 2 critères de sélection des offres, un critère prix à hauteur de 40% sur la base du bordereau de prix unitaire communiqué par le candidat et un critère qualité pondéré à 60%. Pour le critère qualité, on choisit 3 produits par lot et puis après on les compare en fonction de leur composition. Cela vaut pour 20% de la note. Leur provenance, on privilégie les circuits courts, 20% de la note également, et pour leur qualité nutritionnelle, 20%. La date limite de réception des offres a été fixée au lundi 15 septembre 2025 à 12 heures. Donc ce marché est divisé en 6 lots. Le lot numéro 1, viande fraîche. Le lot numéro 2, charcuterie. Le lot numéro 3, fruits et légumes frais. Le lot numéro 4, fromage, produits laitiers et ovoproduits. Le lot numéro 5, épicerie, pâtisserie. Et le lot numéro 6, produits surgelés. Donc, conformément à l'article R 2162-2, alinéa 2 et R 2162 R14 du Code de la commande publique, la consultation a donné lieu à un accord cadre à un accord cadre à bon de commande dont les prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante. Ce qui veut dire en clair que les lots peuvent varier d'un montant minimum à un montant maximum annuel. Donc pour le lot 1, de 2 000 à 12 000 euros hors taxe. Pour le lot 2, charcuterie de 1 000 à 5 000 euros hors taxe. Pour le lot 3, fruits et légumes frais de 2 000 à 15 000 euros hors taxe. Pour le lot 4, fromage, produits laitiers et ovoproduits de 2 000 à 14 000 euros hors taxe. Pour le lot 5, épicerie, pâtisserie de 2 000 à 12 000 euros hors taxe. Et pour le lot 6, produits surgelés de 3 000 euros à 28 000 euros hors taxe. Donc la commune a reçu des offres pour tous les lots avec plusieurs fournisseurs, sauf pour le lot 3, fruits et légumes frais, où il n'y a qu'une offre. Donc le rapport d'analyse des offres, vous l'avez eu en annexe 5, je suis sûre que vous l'avez lu en entier, c'est passionnant. Donc, le conseil municipal doit donc autoriser monsieur le maire à signer les marchés avec les entreprises les mieux disantes, c'est-à-dire pour le lot 1, Pomona Groupe Passion Froid, pour le lot 2, Cisco France, pour le lot 3, Pomona Terre Azur, pour le lot 4, Cisco France, pour le lot 5, Pro à Pro, et pour le lot 6, Cisco France. Voilà, si vous avez des questions, je peux... Ça a été étudié bien sûr par Annie, les services et le cuisinier. Oui, c'est le cuisinier qui a étudié les 3 produits par lot. Voilà. Après, vous avez vu qu'on avait moins de charcuterie que de légumes. Je me félicite. Oui. Et après... Après, voilà, je sais les questions que vous allez peut-être poser. Posez-les. Allez-y. Allez-y. Non ?
Alain m'a posé une question l'autre jour à laquelle je ne savais pas trop répondre. Je peux lui répondre aujourd'hui. Pose la question déjà que tout le monde l'entende. Oui, c'est ce que je dis. Alain m'a posé la question suivante. Est-ce qu'on continue à privilégier le bio à la cantine? Voilà. Voilà. Donc, il y a la loi Egalim, vous savez, qui existe depuis depuis le 1er janvier 2022. On est obligé de servir au moins 50% des produits durables et sous signe de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Donc ça, la loi Egalim nous l'impose. Donc les signes de qualité, c'est label rouge et les appellations AOP, IGP, STG, HVE. Je peux vous dire ce que ça veut dire, parce que j'ai regardé, mais bon, c'est pas passionnant. Pêche durable et produits biologiques. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire HVE, ça veut dire haute valeur environnementale. STG, c'est un label européen spécialité traditionnelle garantie. Voilà, je ne connaissais pas, donc j'ai cherché. Bon. Alors, on est obligé aussi de proposer un menu végétarien par semaine depuis 2019, et c'est une mesure qui est pérenne depuis 2023. On doit lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire réaliser un diagnostic, établir un plan d'action et informer les usagers, valoriser les excédents par des dons ou du compostage. On doit supprimer progressivement les plastiques depuis 2020, interdiction des bouteilles en plastique. Et je peux vous dire qu'à la cantine des Rousses, il n'y a plus de plastique. Depuis bien longtemps. Depuis, on n'a pas attendu voilà, on n'a la pas loi, attendu la ni pour loi. ce sujet-là, ni pour fumer Voilà. dans les abords de l'école, je tiens à le dire, on était en avance. Tous les contenants sont en inox, tous les plats sont en inox, les valisettes pour les personnes âgées sont la valisette est en plastique, mais les contenants sont en inox, voilà. Et puis on doit faire un bilan tous les ans de ce qu'on fait, voilà. Donc, on cuisine le plus possible. Voilà. On ne peut pas tout faire non plus. On fait environ 350 repas par jour, c'est pas rien. Et peut-être un petit peu moins, parce que vous savez, je l'ai déjà dit dans les conseils, il y a les 50 repas qu'on faisait pour Notre-Dame-des-Neiges qu'on ne fait plus. Et ça nous allège beaucoup aussi, mine de rien. Voilà. Voilà. Donc nous devons autoriser Monsieur le maire à signer. C'est des contrats jusqu'en 2029. Oui. C'est pour Donc, 4 ans. commande mini, maxi. Oui. Au bon vouloir, des menus qui doivent être équilibrés et de toute façon qui sont encadrés par la loi, tout ce qui est bio, etc. Le pain, on n'en a pas parlé, on le prend depuis bien longtemps au pain du lac. Oui. Ouais, on l'a pas dit, mais c'est pas dans le marché, mais on le fait déjà. Oui, oui. Voilà. Voilà. Pas de questions? Merci Annie. Incroyable, incroyable, très clair, très approfondi, évidemment. J'ai été bien informée Par les services. Par Madame Kuhn. Allez. J'ai travaillé avec elle. Je crois qu'elle est fière de toi. Elle était toute contente. Elle s'est dit qu'elle était bien une bonne formatrice finalement. Je ne sais pas pourquoi ça, j'ai envie de dire des bêtises. On n'a pas voté. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens contre? Merci pour la cantine et pour les enfants. Et nous, personnes, nos aînés et notre crèche, parce qu'on n'a pas dit, mais c'est livré également à la crèche. Économie maintenant, et c'est Delphine qui va vous présenter la douloureuse tâche de présenter, comme tous les ans, la règle qui nous a été demandée de dérogation pour le repos de Dominique. Voilà, alors je regarde mes collègues et j'attends leur retour. Effectivement, tous les ans, on passe cette question qui concerne le repos dominical pour les établissements de commerce. Là, donc, on va passer cette dérogation pour l'année prochaine, parce que l'année dernière, on a déjà voté pour ces vacances-là de Noël. Effectivement, la règle du repos dominical, vous savez, ben voilà, on ne travaille pas normalement le jour du Seigneur, seulement certains magasins, notamment les supermarchés, nous demandent d'autoriser des ouvertures exceptionnelles de dimanche, pendant les vacances de Noël, pendant les fêtes de fin d'année. Oui, j'ai dit avant, mais si tu n'avais pas discuté... Non, mais je suis distrait, Oh, t'es un petit peu... non, j'ai pas entendu mes cloches. Une ambiance troglodyte, peut-être. Ouais, peut-être.
Donc voilà, donc c'est le 20 décembre 2026 et le 27 décembre 2026, donc de l'année prochaine, c'est cette question-là qui concerne là. Pour cette année, c'est déjà fait, hein. Nous avons voté l'année dernière. Voilà, donc la loi prévoit que dans ces cas-là, le travail du dimanche s'effectue sur le mode du volontariat. Les ouvertures constitueraient aussi un moyen, alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, je lis la note de synthèse, un moyen de développer l'emploi en permettant notamment à nos jeunes concitoyens étudiants de travailler en fin de semaine. L'animation créée par cette ouverture profite aussi aux petits commerces dont l'activité ce jour-là est souvent complémentaire aux grandes surfaces. C'est vrai qu'ici on est dans une station où les commerces sont ouverts en général tous les jours, notamment les magasins de sport, parce qu'effectivement, c'est une période d'activité touristique importante. Voilà, donc monsieur le maire vous invite à vous prononcer sur cette demande. Parallèlement, une consultation avait été faite auprès des syndicats représentant les employés du commerce. Nous n'avons pas eu de retour sur cette question-là. Il faut également vous préciser que si vous validez, si vous acceptez en fait cette question, cette mesure va bénéficier à l'ensemble du commerce de la station, enfin, non, de la commune. Oui, de la commune. Donc, effectivement, si un magasin de prêt-à-porter souhaite ouvrir, il aura le droit de le faire et de faire travailler ses employés ce jour-là, ces 2 jours-là. Donc, on vous demande de délibérer sur ce point. La parole est à Thomas. Allez, Thomas. Non, mais attends, j'ai l'habitude, ça fait 6 ans. Thomas, attends, tu n'as même pas besoin de lever la main. Comme d'habitude, je vais voter contre. Et cette fois-ci, alors c'est un hasard que ce soit un 13 novembre, mais je vais citer Bernard Maris, donc qui intervenait sur France Inter en débat avec Dominique Seux. Et donc je vais vous lire ce qu'il avait dit. Donc, je suis vraiment contre le travail du dimanche, ça me révolte, absolument. Bon, je comprends les arguments que va me sortir Dominique, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, d'abord, c'est pas sûr, parce que peut-être que le travail du dimanche supprime des emplois le samedi ou en semaine. Si les gens achètent le dimanche, c'est pas sûr qu'ils achètent en semaine. Et puis ça crée de l'emploi, l'éminent prix personnel, ça crée de l'emploi, la destruction des forêts, ça crée de l'emploi, la guerre, ça crée de l'emploi, les pesticides, ça crée de l'emploi. Personnellement, ça me bassine. Quand j'entends ça crée de l'emploi, je sors ma princesse de Clèves ou mon trio de Schubert ou ce que vous voulez, mais en tout cas, je ne vais pas aller travailler. Alors, je vous passe la partie sur le tourisme, parce que c'est une version parisienne du tourisme avec par rapport aux Japonais et aux... Hein, non, c'est pas ça, c'est que c'est... après, vous pouvez l'écouter, elle est sur France Inter, elle est disponible. J'ai même la transcription si vous voulez. Elle était juste difficile à transcrire. C'est juste que c'est très parisien, il parle de boulevard Haussmann et des Japonais, on n'en a pas tellement chez nous. Et donc, il conclut, je suis absolument contre le travail du dimanche, que les dimanches, les Français dorment, qu'ils dorment, ils ont perdu, alors il a été coupé, ils ont perdu une demi-heure de sommeil en 30 ans, qu'ils dorment. Donc Bernard Maris sur France Inter le 5 décembre 2014. Pourquoi tu ne pas ton avis, toi, plutôt que l'avis Parce que je reconnais celui-là. Parce que c'est ce qui me tient, correspond. alors. Très bien. Mais voilà, c'est... Alors, normalement, il y a Sandrine qui a... Non, mais comme d'habitude, moi, comme Thomas, je vais voter contre parce que puisqu'on nous pose la question, moi j'ai pas envie de cautionner ça, mais voilà. Maintenant, il y a plein de moments pour faire ses courses, il y a même des drives, on peut anticiper nos courses. Il y en a qui travaillent le lundi, ouais. Vous avez vu ? Voilà. Non, mais voilà. Comment ? Ça me touche les dimanches après-midi. Les commerces, au moins les grandes surfaces sont ouvertes. Oui, plus forte raison. Enfin,
sauf un ou deux commerces ici, mais Ça, c'est voilà. sur la base du volontariat qu'on l'avait déjà Oui, fait c'est ce l'année qu'on. dernière. C'est ça, Je voulais enchaîner si tu veux. Sur le coup du volontariat, je dirais même que certains commerçants ouvrent parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a la concurrence en face qui ouvre. Donc le volontariat, il n'est même pas de la part des commerçants. Et ça, le coup du volontariat, ça marche pas, hein, c'est pas vrai. C'est dans le réel. Thomas, on est content, t'as vu qu'on débat. C'est pas le maire qui demande ça, hein, c'est une demande. Nous, on débat au conseil municipal, en général, on autorise, on vous pose la question, et c'est pour 2026, puisque pour 2025, c'est voté déjà d'avant. Voilà. Il suffit que nous pose la question pour que le conseil municipal délibère pour l'ensemble de la commune. Voilà. Et la question nous a été posée, c'est pour ça qu'on vous la pose. Et personne n'oublie de nous demander. Si, une fois. Oui, c'est vrai, on l'avait. Je venais demander une dérogation parce qu'il avait demandé poste. Mais depuis, il n'oublie plus. Ou je sais pas si à l'époque c'était pas moi qui avais oublié un truc. Enfin, je sais pas plus trop. Il y avait eu un quoi. C'était nous, je crois. Non, mais à culpa, voilà, c'est pour ça qu'on avait rattrapé le truc. Voilà, normalement, il y a la Tételle qui réagit à un truc sur le truc. Non. On se demandait si on allait travailler dimanche. C'est la neige qui. Ah, non, en fait, parce qu'on débat sur cette ouverture un petit peu exceptionnelle, mais sur notre secteur, si on se posait la question sur tous les gens qui font vivre tout notre territoire et qui travaillent le dimanche, et si tous les gens qui travaillent le dimanche ne travaillaient plus, l'économie induite par l'ensemble des gens qui travaillent le dimanche, qu'est-ce qu'on en ferait? Ah oui, non, mais c'est des gens qui travaillent le dimanche. Oui, mais... Donc moi, je me réjouis, je vais le dire ouvertement, je me réjouis qu'il y ait des gens qui ne se posent pas la question et qui vont travailler le dimanche. Dans cette logique-là, on ouvre les banques, on ouvre les écoles, on ouvre. Du coup, il va falloir ouvrir les garderies pour pouvoir. Non, mais à un moment donné, on parle de service. On parle de service. Les commerces qui vont là, qui nous demandent l'ouverture, c'est du service. Les gens qui travaillent le dimanche pour proposer du service à l'autrui, c'est du service. On a des gens qui travaillent pendant des mois, toute l'année. Ça présente des centaines d'emplois parce que les gens travaillent le dimanche. Thomas, assure-moi, tu m'autorises à déclencher les chasse-neige le dimanche. Ouais, non mais il y a pas un texte de France Inter à venir pour les chasse-neige, Thomas. Bon. Je te taquine. On peut pas comparer ce qui est le tourisme et tout ça et des commerçants. Si on commence à vouloir ouvrir, là on commence alors il y a ce qu'on est obligé de faire fonctionner. Effectivement, les hôpitaux, tout ça, on est obligé. Mais à un moment donné, si on commence à ouvrir tout, il va falloir aussi derrière ouvrir les services publics derrière, et ça va coûter une fortune. C'est comme ça que ça finira. À un moment donné, si tout le monde travaille le dimanche, il faudra garder les gamins. Mais il faut être réaliste un peu. Oui, mais c'est que ça vient pour le c'est vrai, après, la question peut se poser pour les hôpitaux. On n'est pas d'accord que les dimanches, ah oui, mais là, par contre, ils sont mais eux aussi, ils doivent faire garder leurs gamins. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a rien pour eux non plus. Donc voilà. Non, mais de toute façon, ton avis est respectable et respecté. Mais on peut... Pour un coup qu'on débat, un jour, ça fait du bien. Voilà. Non. Alors, qui d'autre? Ah, Benoît, il est changé. Une question peut-être plus compliquée. Je vais avoir une question qui va peut-être être plus compliquée. Est-ce que ça va permettre aux boulangeries qui ont été obligées de fermer le dimanche d'avoir le droit d'ouvrir le dimanche? Qui ont été fermés par qui déjà? C'est l'obligation du produit. Alors déjà, non mais tu fais bien, tu me tends la perche. Déjà pas par le maire comme ça a été dit. Non, mais c'est une loi française, voilà. Est-ce que ça autorise les commerces à ouvrir? Non, parce que c'est pas le recode dominical, c'est qu'ils doivent avoir une journée avoir par semaine. Les centres commerciaux, c'est pareil, il y a une journée par semaine, ils ne peuvent pas faire de pain. Eh bien moi, je vous livre ma réflexion. On est sur des territoires ruraux où on est en pleine souffrance à certains moments de service. Et d'avoir du pain tous les jours, c'est un vrai service à notre population. Eh bien on applique la même chose dans les zones urbaines et sur les zones rurales. Et nous, il y a des gens qui font
des dizaines et des dizaines de kilomètres pour trouver du pain le dimanche. Tu vas me dire, on peut l'acheter le samedi, tu as un peu raison. Mais en même temps, je trouve ça pas normal qu'on interdise à des commerces ouverts de produire du pain alors qu'ils sont en capacité de le faire. C'est complètement... Je vais dire un mot pas joli. Moi, là-dessus, attention, par contre, moi je suis favorable à l'ouverture des boulangeries le dimanche. Pourquoi? Non, mais ouais, mais on ouvre les supermarchés, ça leur fait de la concurrence. Parce que les gens, ils iront au supermarché plutôt qu'à la boulangerie. Et oui, mais c'est... Oh non. Bien, passionnant. Alors, je vous propose... Je vous propose de préparer vos arguments pour l'année prochaine où on aura encore le débat et à force vous allez convaincre. Hein. Ou peut-être pour certains d'entre vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Est-ce que d'autres débats doivent se faire? Non? Ça va? Est-ce que pour ce repos dominical, il y a des gens qui s'abstiennent? Une. Sandrine, c'est beau frère. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Ah oui, Thomas, j'ai cru que tu disais Thomas, non ou pas? Là, je ne comprenais plus, là. Je dis Thomas. Et puis Gwenel. Voilà, merci. Alors, avec tout ça, on en est où? On a fait la viande, on a fait... on a fait la liste des marchés du maire que vous avez eu un petit peu après. Parce qu'on avait oublié dans l'envoi. Est-ce que c'est bon? Voilà, de toute façon, il n'y a pas eu de commentaires. Les rapports des délégués aux organismes extérieurs, ça a été un peu fait puisqu'on a eu le rapport du syndicat des eaux. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Benoît, j'aime pas les questions sans réponse, donc j'ai cherché dans les conventions pourquoi c'était sur les volumes produits et non pas les volumes prélevés. C'est la décision du conseil municipal des Rousses du 25 août 2011 et du comité syndical des eaux du 29 novembre 2011 qui se sont mis d'accord sur ce volume. Merci. Voilà. Tout le monde n'a pas un Alain dans son équipe? On arrive au terme de ce conseil avec 2-3 bricoles à vous informer. Une qui est quand même assez importante. Premièrement, Annie et toute l'équipe qui a fait le repas des années, tous mes remerciements, c'était un succès. On avait à peu près 150 personnes à l'omnibus dans une bonne ambiance, très serein et c'était sympathique. Voilà, merci à tous ceux qui ont participé, qu'ils soient élus ou non, puisqu'il y avait quand même des membres du CCAS non élus. Et puis Annie, ben voilà, tu as bien œuvré puisque tout était parfait de mon point de vue. Après, voilà. Voilà. Françoise qui a pris la relève avec brio. On a même eu une chanson, une chansonnette. Comme quoi, voilà, quand les gens sont bien ensemble, Oui, c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà. C'était apprécié. Ouais. Moi, le repas, bien, par un restaurateur local, et voilà, tout s'est bien passé. La boisson était très bonne aussi. C'est important. C'est important, voilà. Voilà. Vous expliquez aussi, parce que j'ai l'occasion de vous le dire, que nous allons éclairer la mairie en bleu en signe de soutien au cancer de la prostate. Voilà, vous l'avez vu, on avait fait octobre rose, on fait bleu, c'est novembre bleu. Novembre bleu, ben, on n'est pas très original, novembre bleu. Janvier sera je sais pas comment, mais en tout cas on fait rose bleu et on verra ensuite comment on fera le reste. J'espère qu'il sera blanc, t'as raison. Par terre, ce coup-là. Et puis aussi information, le site internet de la mairie n'est plus là. N'est plus. Comment dire, l'hébergeur a subi une attaque le 11 novembre
L'attaque a perturbé tous les sites, ou une grande majeure partie des sites de l'hébergeur qui hébergeait notre site. Notre site était un petit peu vieillissant. L'attaque l'a beaucoup dégradé et l'hébergeur ne veut plus remettre en ligne notre site. Donc le site de la mairie tel que vous l'avez connu ne reviendra plus jamais. Donc nous sommes en train de travailler pour migrer vers Intramuros. Donc dans quelques jours, dans quelques heures, pas heures mais jours, quand vous ferez www.merrielerousse.fr, ça dépend de l'efficacité de la personne qui est en face de moi. Mais quelques heures, eh ben, vous aurez une redirection vers un site Intramuros web. Quoi. Voilà. On ne recréera pas. On a pu sauver tous les éléments qui étaient sur le site. C'était un peu ma crainte en fait qu'on ait perdu des données. Mais non, finalement, Edouard m'a rassuré, tout sera remis en ligne. Des sauvegardes avaient été faites et il n'y a pas de projet. Alors, je vais vous livrer mon sentiment et je suis le seul à penser ça autour de la table, mais moi je suis un petit peu, peut-être avant-gardiste un peu trop. Je ne suis pas inquiet. Et Edouard est venu tout catastrophé dans mon bureau. Oh là là. Je ne suis pas inquiet, personne ne le regarde le site. Nous avons très peu de connexions, je vous le dis, au site internet de la commune. Ce n'est pas quelque chose. Il y en a certains qui vont y aller, mais c'est plus comme ça que les gens s'informent. Donc, soyons innovants, voyons un petit peu plus loin devant nous et trouvons des solutions pour toucher les gens, les jeunes surtout, qui ne vont plus de toute façon ce www. Voilà, je vous le dis. Mais c'est que mon avis, je peux me tromper. Hein. Ah. Intramuros, en tout cas, on aura une solution. Voilà. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des choses? Je ne pense pas avoir oublié. Si, j'ai une demande à vous faire. Il faudrait décaler le prochain conseil qui était prévu le jeudi 11 au vendredi 12. Pour une raison simple, je vais être invité en sous-préfecture le 11 et j'aimerais bien être présent. Le jeudi 11 et j'aimerais bien être présent. Donc il faudrait décaler le vendredi. Il y a le lancement de l'EMP, de la saison culturelle. Ah, c'est là. Ça dépend, Petit conseil, c'est à quelle heure le MP? Bon, bah, c'est fin d'après-midi. Hein. T'es au budget? Alors on laisse au 11. Allez, on laisse au 11. Si les élus ne peuvent pas décaler, moi je vous avais donné le calendrier, vous avez fait en fonction. Si on ne peut pas, on reste au 11. Mercredi, je ne peux pas, je suis à Paris. Puis il y a le conseil communautaire. Mercredi 17. Le 17 Mon oreillette est en vacances. Non, 17. Mais non, je peux pas. Je suis pas là. Je suis pas là, je suis en vacances. Je suis pas là. Non, mais on laisse comme ça. Allez. Tant pis. Non, moi. Voilà, donc on laisse au. Non, voilà. Oui. Ah oui. Allez, Delphine. Alors oui, je n'ai pas préparé mon programme, mais de tête, tu mets le verrou si jamais. Voilà. Effectivement, là, on va approcher la période des fêtes et comme tous les ans, en fait, on a prévu pas mal d'animations dans le cadre de Noël au Pays des Sapins. La première animation se déroulera le vendredi 5 décembre. Et là, c'est le soir des illuminations. C'est là où on éclaire le village avec les belles décorations de Noël. Donc ce petit événement commence comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez un petit peu la marche à suivre. Ça fait 6 ans qu'on organise ça en partenariat avec les écoles de ski qui vont nous faire un défilé au flambeau dans le village à partir de 18h jusqu'à l'office de tourisme. Et là, il y aura intervention du maire avec buzzer, les enfants des écoles managés par Gwenaël qui seront là pour appuyer sur le buzzer. Et puis ensuite, on lance la musique de Noël. Édouard, vous avez l'habitude, Maria Carré et compagnie. Voilà, je compte sur vous. Donc là, ça lance la saison. Ensuite, deuxième rendez-vous à ne pas manquer, c'est donc le 18, la parade de Noël, le 18 décembre. Donc c'est un jeudi, si je ne me trompe pas. Et là, c'est la grande parade donc, de Noël
organisé en collaboration également avec les commerçants. Et cette année, de nombreux chars, hein, la parade grossit d'année en année. Nous sommes à 6 chars. Voilà. Donc, un char de la commune, si je compte bien, un char de la commune, un char des commerçants, deux des commerçants, pardon. Les écoles de ski, nous avons également un agriculteur qui vient, et puis les pompiers qui seront présents. Et là, on s'attend quand même à avoir voilà, des chars qui sont du lourd. Donc, à partir de 19h. Du lourd, du lourd, du lourd. Non, du lourd, en fait, c'est une image, hein, c'est pas... Les gens vont monter de Dijon, tout. Et donc, des tours dans le village, bien sûr. On va passer aussi par la nationale, 2 tours. Et j'allais les oublier, mais ils sont très importants. Ce sont les danseurs de Sébastien, de l'Oiseau Lyre, qui vont défiler, déguisés, habillés sur des chorégraphies spécifiques. Ils s'entraînent actuellement. On les remercie, ils sont là tous les ans. Et voilà, en apothéose, juste avant Noël. Et ensuite, je ne vais pas vous dérouler tout le programme de Noël au Pays des Sapins, mais voilà, il est assez bien consistant cette année. Il est en collaboration avec la station des Rousses. Vous pouvez le retrouver sur le site internet. On a également, nous la commune, on a pris donc une conteuse. Vous pourrez venir la voir. Qui sera devant la mairie s'il fait beau. Sinon, on la met au foyer Montezot. Une conteuse qui va raconter des histoires, ça peut être original et sympathique, et puis également une déambulation musicale, hein, Gwenelle, c'est ça. Un spectacle musical. Un spectacle musical qui déambule. Non, il y a une déambulation et l'ACR, un spectacle musical. Le Père Noël également, le 24, bien sûr, avec son traîneau, ses papillotes et ses lutins. Le magicien à la doigt aussi, le 22. Et le magicien à la doigt, merci Véro. Et le magicien. Artisanal, qui sera l'omnibus le 22. Les marchés artisanal, mais ça c'est la Sogesta. Mais tout ça, vous pouvez retrouver sur on se voit le 11, hein, on a un conseil le 11 décembre. Hein. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet une fois qu'il sera rétabli de la commune, Édouard à fond. Et puis également sur le site internet de la station des Rousses, sur Intramuros, sur les réseaux. Il y aura sans doute un petit programme qui sera édité également. Et puis bien sûr des affiches. Je pense que vous ne pouvez pas ne pas être informé. Parce que des fois j'entends dire « Oh mais il ne se passe rien à Noël au Rousses ». Ah, et avec le boulot qu'on fait tous, je vous dis, il y a un problème. Donc là, soyez tous informés, venez nombreux au défilé, aux éliminations et aux animations, ce sera sympa. Avec la neige, on l'espère vraiment, de tout cœur. Merci. Ah, Gwen. Alors, je voulais ajouter que cette année, Monterousse organise le Téléthon de la danse au profit du Téléthon, donc le marathon de la danse. Je mélange. Donc le marathon de la danse au profit du Téléthon, donc le 5 et 6 décembre. Le 5 à l'issue des illuminations, donc ce sera bal à l'omnibus, suivi d'un tas d'animations toute la journée du samedi. Voilà. Très bien. Et peut-être aussi on peut ajouter le Nouvel An. Et le Nouvel An, oui. La soirée du Nouvel An. Oui. Pendant que la caméra est là. Donc je voudrais, sur les travaux, donc on arrive au bout de l'extension de la Nationale 5 et de la Porte de France. Donc je pense que dès vendredi, on va tout régler ces travaux de l'année 2025. Peut-être que demain c'est fermé la Porte de France. Mais c'est pas demain. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu as des nouvelles sur la pose des rambardes sur la demi-lune pour le Fort des Rousses? On ne sait pas. Ok, donc on verra ça au printemps. Et effectivement, au niveau des travaux, ouais, mais l'ouvrir au public, on ne l'ouvrira pas cet hiver. Encore 2 informations, j'avais oublié. Sur la voie douce, qui va le collège Le Lac. Vous avez vu que c'était pas trop mal finalisé. J'ai 2 choses à vous dire. 1, les rambardes de sécurité ainsi que les potelets qui sont pour que les voitures qui se garent sur le parking n'aillent pas sur la voie douce vont être posées la semaine prochaine. D'accord? Et cette semaine, la semaine dernière, vendredi ou samedi, je ne sais plus, des voitures ont été verbalisées parce qu'ils continuent à se garer sur la voie douce. Je rappelle que la voie douce est un trottoir et une voie piétonne. Il est strictement interdit de se garer sur une voie piétonne et un trottoir. Des gens ont déjà été verbalisés. C'est assez incroyable de comprendre qu'il y a un parking qui est fait. Maintenant, il y a
il y a une voie qui permet en toute sécurité de rejoindre le rocher du lac depuis le parking et que des gens continuent à se garer dans le virage. Ils ont été verbalisés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'enrobé qui va en direction de la cure va être posé avant le 10 décembre, m'a-t-on dit, très rapidement, enfin assez rapidement. Enfin, voilà. Et ça se termine gentiment. Et puis, dernière information, non des moindres, tu as parlé de la fin de l'aménagement de la RN5. On a parlé aussi du financement de la première tranche qui a déjà eu lieu, ça fait un petit moment, de la RN5. On arrive au bout de notre belle traversée des Rousses. Et Delphine est allée chercher au CAUE un prix qui n'est pas un prix de notre capacité à faire des logements troglodytes, comme tu as dit tout à l'heure, mais qui est la capacité d'avoir fait une belle traversée des Rousses qui répond à toutes les normes, les contraintes de circulation routière, écrit-on, et piétonne, de stationnement, de déneigement et de gestion des eaux pluviales. On en a parlé tout à l'heure. La conception du boulevard, il s'appelle ça le boulevard, il s'appelle ça la traversée des Rousses, qui permet la continuité des circulations piétonnes tout au long de la traversée. Si ça, c'est pas de l'aménagement du bien vivre aux Rousses, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, on a été primé par le CAUE. Je rappelle que c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui nous a remis ce prix. Et à ce sujet-là, on apparaît donc dans la plaquette que je mets à votre disposition et on en aura d'autres. Voilà, et il y a ce sujet, il y avait eu aussi une vidéo de tournée qu'on voit encore sur Internet. Voilà la vidéo de la plaquette du CAUE dans lequel on salue la qualité du projet. Et à ce sujet, je tiens à remercier le cabinet Au-delà du fleuve ainsi que M. Perrin de Ingil pour l'excellente gestion et défense de la commune durant tout le processus d'aménagement de cette voie. J'espère qu'elle plaît à tout le monde. En tout cas, moi, je suis très heureux quand je vois des enfants, des jeunes, des familles qui se rendent direction la cure par cette voie agréable et moi que j'aime bien. Alors, je m'auto-satisfais peut-être, j'en sais rien. Et que la communauté de communes a pris le relais, puisqu'à partir du rond-point, eh bien, on va aller à nouveau en vélo, à pied comme on veut, en direction de la cure et depuis le lac. C'est-à-dire que maintenant, on peut parcourir quasiment l'intégralité de notre village bourg-centre d'une manière piétonnière, en fauteuil roulant et en ski à roulette, en ce qu'on veut en fait, en respectant les autres et éviter de se garer sur ces belles structures. Voilà ce que je voulais dire. Annie voulait dire quelque chose. Non, je vais pouvoir y aller. Ah, tu veux y aller? C'est la soupe, Annie, tu vas pouvoir y aller. Alors, juste ajouter là, parce que ce prix-là, juste 30 secondes, ce prix-là, on l'a eu aussi, parce qu'on parlait de l'eau tout à l'heure, on a eu une gestion vertueuse de l'eau, la collecte des eaux pluviales et même des eaux composées d'hydrocarbures. On a désimperméabilisé 1 hectare dans le projet de la Nationale 5, et ça a fait partie aussi, ça a fait peser dans la balance pour avoir obtenu en fait ce prix que l'on a reçu à la maison du comté. Voilà. C'était là-bas la réception. Merci Annie. Voilà. d'autres choses? On va libérer Annie, hein, c'est la soupe. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Elle a dit qu'elle voulait. Oui, non. Les collègues, est-ce qu'il y a... S'il vous plaît, les collègues. C'est la voie douce, elle n'a pas dit qu'elle voulait aller manger. Ah, elle veut aller à la voie douce. Moi, j'ai cru qu'elle voulait partir. Non, d'accord. Bon, de toute façon, on a presque fini. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... Ah oui, ça se détend un peu. C'est presque le dernier conseil de l'année. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à poser comme question? Si je peux répondre sur les travaux. On commence à finir vraiment tous les aménagements. Hein. Ça arrive au bout du... les décorations de Noël devraient arriver tout doucement. On peut dire qu'on a posé les crossfit. Ah bah tu peux dire, vas-y. Ouais. Et donc on avait ce projet de poser des installations de crossfit, Vita Santé, je ne sais pas comment on peut les appeler. Vita Santé, c'est mieux, hein, Vita Santé, hein, le crossfit. Donc autour du fort. Et là, il y a 6 agrès qui ont été posés. Bon, il y en a un qui va être un peu déplacé parce qu'il est un peu près du rempart. Mais voilà, bon, pour l'instant, il ne faut pas encore y aller parce qu'ils ne sont pas complètement scellés à 100%. Mais prochainement, les sportifs pourront en profiter. Et j'espère qu'il y aura des écriteaux, c'est prévu, panneaux, pour qu'on sache un peu comment les utiliser. Il y a un panneau par agrès qui explique comment utiliser l'affaire.
Et puis l'année prochaine, mais ce sera pour les prochains élus, une deuxième phase avec d'autres agrès. L'année prochaine, je suis ravi que le fort, à la fois avec ce que vient de dire Delphine, des agrès qui vont être complétés par d'autres solutions, qu'on rende le tour du fort des Rousses piétons, cyclables, enfin, au public, avec des nouveautés, et puis réparer. Attention encore au contre-espacard, on en a parlé un petit peu, il faut qu'on s'y attache. Et puis, avec l'accessibilité, c'est une nouveauté également de la demi-lune, qu'on ouvrira, je pense, Gilles, quand on aura les barrages à l'inauguration. Les élus feront l'inauguration au printemps. Et à ce moment-là, on ouvrira ce magnifique promontoire avec vue sur la porte de Suisse. Voilà. Voilà. D'autres choses, la voie douce, tout ça, c'est clair pour vous? On est à peu près bon. On peut lever la séance. Alors, on lève la séance. Merci à tous.